Bonjour à tous, je me présente Éric Béliveau, je suis passionné de généalogie et d'histoire et aussi créateur de la chaîne Raconte-moi mes ancêtres. Qu'est-ce que c'est Raconte-moi mes ancêtres? Eh bien, en gros, ce que je fais, c'est que je vais prendre un couple d'ancêtres, que je vais trouver les registres paroissiaux, je vais trouver leur nom dans les recensements. Quand je suis chanceux, des photos, des articles de journaux parlant d'eux. Je monte un squelette avec tout ça que je vous présente. J'y ajoute des contextes historiques, question qu'on comprenne un peu c'était quoi la vie de ces gens-là. Attention, je ne suis pas un généalogiste certifié ou un historien ou professeur d'histoire, je ne suis qu'un simple passionné qui vous livre le résultat de ses recherches. Les couples dont je vais traiter, ce ne sont pas nécessairement mes ancêtres, ce sont aussi des cadeaux que j'offre à des amis qui ont collaboré d'une manière ou d'une autre à ce projet-là. L'émission d'aujourd'hui traitera d'un de mes ancêtres, car la première émission, je l'offre en cadeau à mon père qui, comme vous devez vous douter, a su me transmettre sa passion pour la généalogie. Je vous présente donc l'histoire de ses grands-parents du côté maternel, Henri-Paul Laprairie et Lucienne Lamarre. On se revoit en conclusion. Bonne écoute. Aujourd'hui, à Raconte-moi mes ancêtres. Je vous raconte l'histoire du couple Henri-Paul Laprairie et Lucienne Lamarre. Chapitre 1. La naissance. Alors, notre histoire commence le 14 août 1887 avec la naissance d'Henri-Paul Laprairie dans la paroisse Saint-Joseph de Montréal. Il est issu de l'union de François-Xavier Laprairie et Élisabeth Chrétien. Le parrain fut Henri Mosus et la marraine Siegfried Péry. Alors, je lis le baptistère avec vous. On a Joseph-Henri-Paul Laprairie. Le 15 août 1887, nous avons baptisé Joseph-Henri-Paul, né hier, fils légitime de Xavier Laprairie, qui est voiturier, et de Élisabeth Chrétien, le parrain Henri Mosus et la marraine Siegfried Péry. Puis, 7 ans plus tard, soit le 27 juin 1895, nous assistons à la naissance de Lucienne Lamarre, dans la paroisse des Saints-Anges gardiens à la Chine. Elle est issue de l'union de Hormida Lamarre et Yvoline Legault. Les parrains et marraines ont été Albéric Renaud et Flore Lamarre. Alors, je lis le baptistère avec vous. On a ici Marie-Flore Lucienne Lamarre. Le 30 juin 1895, nous avons baptisé Marie-Flore Lucienne, qui est née le 27 du courant, qui est la fille légitime de Hormida Lamarre, qui est journalier, et Yvoline Legault de cette paroisse. Le parrain a été Albéric Renaud, qui vient de Sainte-Cunégonde, et la marraine Flore Lamarre. Chapitre 2. Leur enfance. Dans le recensement de 1901, on retrouve Henri-Paul maintenant dans la paroisse Sainte-Cunégonde. La paroisse Sainte-Cunégonde, pour vous situer un peu, pour ceux qui ne savent pas c'est où, c'est à quelques rues à l'est du métro Lionel-Groulx, au coin de Saint-Jacques et Vinet environ. Alors, je vous montre le document. On voit ici Henri-Paul. Henri-Paul est maintenant âgé de 14 ans. On voit son père François-Xavier, sa mère Élisabeth. Je tiendrai aussi à vous souligner que le père d'Henri-Paul était âgé de 69 ans. Il avait donc 55 ans à la naissance de son premier enfant.
Lucienne, elle, de son côté, habite toujours la Chine. Le recensement de 1901 nous apprend qu'elle est l'aînée d'une famille de 4 enfants. Elle est âgée de 5 ans et son père est journalier. Le 17 février 1908, alors que la petite Lucienne est âgée que de 13 ans, qui, je vous rappelle, est l'aînée de la famille, eh bien, elle a sûrement dû participer à l'organisation de cette fête. Alors, je lis l'article avec vous. Les nombreux parents et amis de M. Hormida Lamar se réunissent à sa demeure pour célébrer ses noces de cristal. M. et Mme Lamar ont reçu de jolis cadeaux. La fête se prolongea fort tard. Dans le recensement de 1911, Henri-Paul est maintenant âgé de 24 ans. Toujours dans la paroisse Sainte-Cunégonde, on voit ici qu'il habite au 167 rue de Lille. On voit dans le recensement son père François-Xavier, on voit sa mère Élisabeth. Henri-Paul travaille dans un moulin à bois comme conseiller 44 heures par semaine, 52 semaines par année pour un salaire de 1500 $. Ce qui, soit dit en passant, est un salaire assez élevé pour un jeune Canadien français de 24 ans. Pour vous donner une idée, son père, qui travaille toujours alors qu'il est âgé de 79 ans comme voiturier, il gagne 800 $ par année. Pour nous aider à comprendre un peu pourquoi Henri-Paul avait déclaré 1500 $ de revenus alors qu'il était âgé que de 24 ans en 1911, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est à une époque où est-ce que les cultivateurs vont léguer leurs terres à leurs plus vieux. Mais en ville, les ouvriers, ils ont rien à léguer, ils sont à logement. Donc, ce qu'ils vont faire, souvent, les familles ouvrières qui habitent en ville vont miser sur le plus vieux de la famille. Puis François-Xavier, lui, le père d'Henri-Paul, ben imaginez-vous donc qu'il avait été soldat, lui, pendant la guerre de Sécession. Il est resté aux États-Unis une couple d'années après, avant de s'en revenir au Québec, où est-ce qu'il a marié Élisabeth Chrétien, la mère de Henri-Paul. Suite à ça, ben, il a continué à travailler toute sa vie. On peut le voir là, dans le recensement là, de 1911. Il travaille toujours comme voiturier à l'âge de 79 ans. Il a travaillé très fort, puis il y avait une rente de l'armée américaine. Donc, ça lui permettait là, de mettre un petit peu d'argent de côté pour envoyer Henri-Paul aux études supérieures, ce qui était très rare pour un Canadien français à l'époque. Puis Henri-Paul, lui, ben, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un surdoué en mathématiques. Donc, le fait d'aller au collège a sûrement perfectionné la maîtrise de cette science-là. À un point tel que quand il va sortir du collège, Henri-Paul va gagner une médaille du premier ministre du Québec comme étant le meilleur mathématicien au Québec. Puis si je sais tout ça, ben c'est parce qu'en fait, Henri-Paul, c'est le grand-père à mon père. Donc, je connais pas mal d'histoires là, que mon père m'a racontées sur son grand-père à lui, donc mon arrière-grand-père. Puis quand j'ai commencé à faire des recherches en généalogie, ben tout ce que mon père m'a raconté se confirmait. La seule pièce maîtresse qui me manque, ben, c'est cette fameuse médaille-là qui pourrait exister encore toujours. Mais ma théorie, c'est qu'il aurait reçu cette médaille-là en 1911, qui probablement venait aussi avec une bourse. Donc, en réalité, il ne gagnait pas 1500 $ par année. Là. Il avait peut-être gagné 500 ou 800 $. Puis, il y avait eu une bourse en plus qu'il avait déclarée là, dans ses revenus au recensement. Alors, si jamais je retrouve cette médaille-là, ben, je pourrais prouver cette théorie-là, qui reste jusqu'à présent une théorie. De son côté, en 1911, Lucienne, elle, habite toujours à la Chine. On apprend qu'elle habite au 108 3e avenue à la Chine. Lucienne est maintenant âgée de 16 ans. Elle travaille comme tisseuse 60 heures par semaine, 52 semaines par année et elle gagne 275 $ par année. Je tiendrai à vous rappeler que pendant ce temps-là, Henri-Paul, même s'il est âgé de 24 ans, gagnait quand même 1500 $ par année.
Alors, je vous montre une photo d'une usine de textile dans les années 1910 à Montréal. Chapitre 3. L'Union. C'est le 21 avril 1914 dans la paroisse Très Saint-Sacrement à la Chine qu'on assiste à l'union d'Henri-Paul Laprairie de Lucienne Lamarre. Je tiens à vous souligner que nous sommes à quelques mois du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Alors, je lis le document avec vous. On a ici Joseph Henri-Paul Laprairie et Marie-Flore Lucienne Lamarre, le 21 avril 1914. Ici, nous avons assisté au mariage entre Joseph Henri-Paul Laprairie, qui est commis de la paroisse des Saints-Anges de la Chine, qui est fils majeur de Xavier Laprairie et de Élisabeth Chrétien de la paroisse de Sainte-Cunégonde, d'une part, et de l'autre, on a Marie-Flore Lucienne Lamarre, fille mineure de Hormida Lamarre et de Yvoline Legault de cette paroisse. Alors, en 1911, on a Henri-Paul qui reste toujours dans Sainte-Cunégonde, puis on a Lucienne qui habite toujours à la Chine. Qu'est-ce qui aurait fait en sorte que deux jeunes personnes à cette époque-là, dans deux paroisses différentes, se seraient rencontrées? Mais j'ai quelques pistes. Dans un premier temps, au niveau historique, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au début du dernier siècle, le canal de la Chine est toujours en fonction. Bon, il y a des bateaux qui vont se promener, là, qui vont passer à travers le canal, puis qui vont s'en aller dans les grands lacs. Mais il y a aussi beaucoup de circulation sur le canal entre des bateaux qui vont se promener là, entre la Chine puis Griffintown, Saint-Henri, Sainte-Cunégonde, proche de là, tout le long là, de ce qu'on connaît aujourd'hui là, du boulevard Saint-Patrick là, à Ville-la-Salle. C'est toutes des usines qui sont sur le bord, puis qu'il y a de la marchandise qui se transfère, autant par bateau aussi, mais par des voituriers, comme François-Xavier était. Un voiturier à l'époque, c'est comme un camionneur aujourd'hui. C'est quelqu'un qui prenait de la marchandise à un endroit, que ce soit au port, et il l'amenait à une usine, ou peu importe, d'une usine à l'autre. Bref, il y a beaucoup de circulation entre la Chine et Sainte-Cunégonde au début du dernier siècle. Une autre piste de solution que j'ai, c'est que une chose que je sais, c'est qu'Henri-Paul, il y a un oncle qui habite à la Chine. Un frère de François-Xavier qui habite à la Chine là, depuis au moins la naissance d'Henri-Paul, ou tout près. Puis je sais qu'il y a une maison qui existait à la Chine, qu'on appelait la Maison des Laprairies, qui était ce qu'aujourd'hui pas très loin là, du musée de la fourrure à la Chine. Probablement quand Henri-Paul venait régulièrement à la Chine là, quand il était jeune, puis il aurait peut-être eu des contacts avec la famille Laprairie, puis la famille Lamarre à cette époque-là. Puis comme j'aime ça être à la recherche de preuves, eh bien j'ai trouvé un dessin de cette fameuse maison-là, la Prairie, sur BANQ Patrimoine, que je vous présente dans la prochaine photo. Alors, je vous présente une toile de la maison des Laprairies qui a été démolie en 1910. Mais en poursuivant mes recherches, je suis tombé sur une piste de solution pour savoir de quelle manière se seraient rencontrés Henri-Paul puis Lucienne. Alors, j'ai trouvé dans un baptistère en 1916 dans Sainte-Cunégonde, 2 ans après le mariage là, de notre couple vedette. Le baptistère en question, c'est un enfant d'Edmond Laprairie, qui est le frère d'Henri-Paul. Puis le parrain de cet enfant-là, eh bien, c'est Lucien Lamarre, le frère de Lucienne. Il serait donc alors pas impossible que Lucien est un ami du frère d'Henri-Paul, qui aurait été alors le point de contact de rencontre entre Henri-Paul et Lucienne. Alors, je vous présente la pièce à conviction. On a ici François-Xavier Lucien Edmond Laprairie, qui est le fils légitime de Edmond Laprairie, qui est journalier, et de Élisabeth Larocque. Et on voit que le parrain a été Lucien Lamarre, qui est journalier de la paroisse Très Saint-Sacrement à la Chine.
Chapitre 4. Le début d'une nouvelle aventure. Un peu plus d'un an et demi après leur mariage, nous allons assister en 1916 à la naissance de leur premier enfant, Juliette Laprairie. Le baptême aura lieu dans la paroisse Très Saint-Sacrement à la Chine. Chapitre 5. Des événements tragiques. Alors, comme je disais plus tôt, notre couple vedette va se marier en avril 1914, soit quelques mois avant l'assassinat du couple héritier austro-hongrois qui va être l'événement qui va déclencher la Première Guerre mondiale. Bon, je ne ferai pas l'histoire de la Première Guerre mondiale, là, mais grosso modo, on parle de la Grande-Bretagne, la France et la Russie contre l'Allemagne, l'Empire austro-hongrois puis l'Empire ottoman. Au début, la guerre, quand même assez neutre. Les Allemands vont prendre du territoire. Toutefois, comme ils ont un front à l'ouest avec la France puis l'Angleterre, puis ils ont un front à l'est avec la Russie, ça va commencer à être un petit peu difficile pour eux autres là, de prendre plus d'expansion. Puis nous autres, là-dedans, on fait quoi? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Grande-Bretagne, pendant des siècles avant, a colonisé le monde. Bon, comme le Canada, par exemple. Puis le Canada, ses colonies sont rendues plus souvent qu'autrement un statut de dominion, un État relativement là, indépendant, mais toujours sous la gouverne de la Grande-Bretagne. Donc, quand la Grande-Bretagne va embarquer en guerre en 1914, ben, elle va faire appel à ses colonies. Puis, bon, le Canada va répondre dans la positive. Au début, ça va être un enrôlement volontaire là, au Canada. Puis principalement, ceux qui vont s'enrôler, c'est pas des natifs, là, autant canadiens français que canadiens anglais. La grosse majorité vont être des Écossais ou des Irlandais fraîchement débarqués au Canada qui vont s'enrôler là, pour aller défendre leur mère patrie. Puis de notre côté, au Québec, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1912, l'Ontario va adopter une loi qui va interdire l'usage du français dans la langue comme langue d'enseignement. Ce qui va créer un tollé, bien évidemment, au Québec. Puis les relations, là, c'est assez frais là, comme situation de 1912. Donc les relations entre les Canadiens français et les Canadiens anglais ne sont pas à leur top là, à ce moment-là. Si on ajoute à ça une défaite en 1760 contre les Britanniques, puis un écrasement là, de l'insurrection des Patriotes de 1837-38, vous allez comprendre que ça ne tentait pas bien d'aller combattre auprès des Britanniques. Il y en a qui vont me dire, oui, mais la France, notre mère patrie, certes, mais non, parce que depuis la conquête, là, ça fait 150 ans environ que les Britanniques vont faire en sorte que nos contacts avec la France là, sont minimes. Donc, nos attachements là, se sont dissipés là, avec le temps. Là, déjà qu'ils ne l'étaient pas tant que ça là, au moment de la Nouvelle-France. Ça fait qu'en début de 1917, il y a un événement majeur qui va complètement changer l'issue de la Première Guerre mondiale. La Révolution russe. Donc, les Russes sont en révolution, puis là, ben, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont déclarer la paix, ils vont signer une entente de paix avec l'Allemagne. Ce qui est une très mauvaise nouvelle pour l'Angleterre et la France. Ça va faire en sorte que les Allemands vont pouvoir déplacer leurs troupes vers le front ouest. Donc, par conséquent, les Français et les Anglais, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de renforts. Résultat, il va y avoir la conscription qui va être votée ici en 1917. Bon, la journée du vote, il va y avoir des manifestations un peu partout au Québec. Donc, comme je vous expliquais les circonstances tantôt, on n'était pas trop d'accord à aller en guerre. On ne l'était pas plus en 1917. Bref, je viens de vous présenter le contexte là, de la Première Guerre mondiale là, entre 1914 et 1917, ce qui va m'amener à vous présenter le prochain document que j'ai trouvé. Alors, malgré le fait que beaucoup seront exemptés pour plusieurs raisons, puis d'autres vont se sauver dans le bois, les spotters ils ont dû trouver que le Québec c'était bien vaste. Mais pas dans le cas de Lucien. Hein, on se souvient de Lucien, le frère de Lucienne, qui était le parrain là, sur le baptistère de tantôt. Ben, le frère de Lucienne, lui, il va aller à la guerre. Il va subir la loi de la conscription, la Military Service Act, puis il va aller à la guerre. Ce qui a sûrement dû inquiéter pas mal les membres de notre couple vedette. Bon, du côté de Lucienne, c'est vraiment pas une période facile. En plus que de son frère qui part à la guerre en 1917, eh bien, le 30 novembre 1918, le père de Lucienne est victime d'un tragique accident.
Je lis l'article avec vous. On a ici Montréal, le 30. Monsieur Ormida, la mort de la Chine, a trouvé hier une mort atroce à la Dominion Bridge. La mort qui était serre-frein pour la compagnie était allée ouvrir une large porte de la remise des locomotives. Une porte de 30 pieds de hauteur et de 25 pieds de largeur quand un coup de vent la fit de nouveau se fermer. Le serre-frein fut pris entre la porte et la locomotive qui reculait. Il fut pressé comme dans un étau et la mort fut instantanée. On connaissait déjà la petite Juliette, mais durant la Première Guerre mondiale et au début des années 20, la famille va continuer de s'agrandir avec Fernande en 1917, ensuite Jeannette en 1918, puis c'est au tour de Marie-Paul de voir le jour en 1919 et finalement Lucien en 1922. Le recensement de 1921 va nous apprendre que notre couple vedette et leur petite famille habitent au 73 rue Victoria à la Chine. Henri Paul, qu'on se souvient, gagnait en 1911, il y a 10 ans, 1500 $ par année alors qu'il était âgé de 24 ans. Il va avoir une chute de salaire rendu à 34 ans, toujours commis, va gagner 1000 $ par année. Alors, on confirme dans le document, là, tel que je vous ai mentionné plus tôt, que la famille s'était agrandie. On a notre couple vedette, on a Henri Paul ici, on a Lucienne, et leurs 4 enfants, leurs 4 premiers. Bon, le petit dernier était pas né, là, puisqu'il est né en 1922. Puis, c'est le 14 février 1923 que nous allons baptiser Marie-Irène Joël Laprairie. Alors, je vous présente le document. On a ici Marie-Irène Joël Laprairie. Le 14 février 1923, nous avons baptisé Marie-Irène Joël, née le 12 du mois courant, qui est la fille légitime de Henri-Paul Laprairie, qui est commis, et de Lucienne Lamarre, de cette paroisse. Si je vous parle de la naissance d'Irène Joël, c'est qu'en réalité, c'est pas Irène Joël son nom, c'est Yvette. Puis si je le sais, c'est parce que Yvette, ben, c'est ma grand-mère. Puis quand j'ai trouvé son baptistère, ben je l'ai présenté à ma famille, mes cousines puis mon père. Puis bon, on s'est penché un peu là-dessus. Et si on peut constater, c'est qu'ici, à côté du Irène, quand on voit le Joël, en réalité, le J serait pas un J, mais un Y. Puis il y aurait 2 L ici. Ou est-ce que le curé aurait tenté d'écrire un T, puis bon. Fait que finalement, bref, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on reprend ces documents-là, puis ça peut être facile là, de se tromper dans certains cas. Et ce n'est pas la première fois que je vois un tel genre d'exemple. Avec toi, je veux pas danser. Oh, la bastringue, puis la bastringue. Avec toi, je veux pas danser. Tu es bien trop... Et la famille va continuer de s'agrandir en 1925 avec Marcel. Chapitre 6. Un autre événement tragique. Malheureusement, le 2 septembre 1926, nous allons assister au décès de Juliette Laprairie, le premier enfant de notre couple vedette. Alors, je lis le registre avec vous. On a ici Juliette Laprairie. Le 2 septembre 1926, nous avons inhumé le corps de Juliette Laprairie, décédée hier à l'âge de 11 ans. Enfant de Henri-Paul Laprairie, tué accidentellement par les chars. Alors, je voudrais focusser sur le tué par les chars. Donc, cette information-là, évidemment, m'a intrigué, puis je me suis demandé si on pouvait pas trouver plus d'informations. Et effectivement, j'ai trouvé cet article de journal-là qui parle. C'est en anglais, il va en avoir un autre après en français, mais chacun nous donne un petit peu d'informations. On dit Fast train kills two. Girl dying.
2 persons were killed and a third probably fatally injured yesterday when the Montreal-Toronto Express on the Canadian National Railway struck a grocery delivery wagon at the First Avenue, Lachine. The dead are Marcelin Charette, aged 79, grocer of 347 St. Joseph Street in Lachine, Juliette Laprairie, aged 11, from 29 George V Avenue in Lachine, and terribly injured is Fernande Laprairie, aged 9, sister of the dead girl. According to the Lachine police, the sister asked for a ride of Charette. He started to cross the track in the path of the speeding train. The wagon was hurled about 150 feet, and the 3 occupants were thrown many yards. The victims were instantly killed. Reports from the hospital last night said that the injured girl could not survive. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que la petite Juliette et la petite Fernande sont allées au marché et en revenant, ont demandé au marchand Marcelin Charette s'il ne pouvait pas les ramener à la maison. Puis c'est là que l'accident a eu lieu. On nous spécifie que non seulement Juliette est décédée, mais aussi que Fernande est terriblement blessée, et gravement blessée. Alors, je vous montre aussi un article que j'ai trouvé en français. On dit ici « Tué par un train ». Marcelin Charette, 71 ans, épicier, au 347 rue Saint-Joseph à Lachine, et Juliette Laprairie, 9 ans, qui sont sur l'avenue Georges V à Lachine, ont été tués instantanément hier après-midi vers 1h30, alors que la voiture dans laquelle ils se trouvaient fut frappée par un train du CNR, venant de Toronto à l'intersection de la rue Victoria et de la première avenue à Lachine. Une autre fillette de 8 ans, Cécile Laprairie, bon c'est Fernande, qui se trouvait aussi avec les victimes, a été sérieusement blessée et a dû être conduite à l'hôpital Saint-Joseph de Lachine, où on espère peu de lui conserver la vie. Eh bien, si on se posait la question dans le registre de sépulture de Juliette, pourquoi qu'on ne voyait pas le nom de Lucienne apparaître, ben, c'est probablement qu'elle était au chevet de Fernande lors des obsèques. Alors, on se demandait si la petite Fernande était pour passer à travers cet accident tragique. Eh bien oui, elle va survivre à l'accident, elle va se marier éventuellement, avoir des enfants. Alors, la famille, évidemment, après cet événement tragique-là, va continuer de s'agrandir, comme c'était le cas à l'époque de beaucoup de familles de Canadiens et Français. Alors, Juliette en moins, on connaissait déjà Fernande qui a survécu à l'accident. On connaissait déjà Jeannette, Marie-Paul, Lucien, Yvette et Marcel. Alors, en 1928, Jean-Paul va s'ajouter à la famille et il va y avoir une deuxième Juliette qui va naître environ vers 1930. Plusieurs années vont passer, leurs enfants vont se marier et à leur tour auront des enfants. Ils seront grands-parents à plusieurs reprises. Je n'ai pas d'informations à quand ils ont déménagé à Ville-la-Salle, mais en 1957, ils habitaient au 367 La Plante à Ville-la-Salle. Henri Paul était toujours comptable à cette époque-là. Chapitre 7. La fin. Et c'est malheureusement le 15 juillet 1970 que décède Henri Paul Laprairie. Et finalement, 2 ans plus tard, en 1972, décède Lucienne Lamarre, ce qui met fin à notre histoire d'aujourd'hui. Mais comme une fin annonce souvent un renouveau, le couple Henri-Paul Laprairie et Lucienne Lamarre aura laissé une descendance qui va très certainement perdurer dans le temps. On se quitte avec quelques-uns de leurs enfants et unions, alors si vous voyez vos grands-parents, parents ou même arrière-grands-parents dans cette liste, c'est que vous avez probablement Henri-Paul Laprairie et Lucienne Lamarre comme ancêtres. En musique, on a eu La Bastringue interprétée par La Bolduc et Ovila Légaré. Et tout au long de l'émission, nous avons été accompagnés au violon de Louis Boudreau dit Pitou le violonneux.